Bonjour à tous, Parlons Placement, l'émission consacrée à tous vos placements, une émission pendant laquelle je vous invite à poser toutes vos questions à nos invités. Trois parties très riches pour cette émission. Première partie consacrée au marché financier. Est-ce que les actions vont continuer à monter? Deuxième partie sur les bons plans placement. On s'intéressera à la nouvelle mode du crowd lending. Ces plateformes se multiplient pour prêter notamment de l'argent aux PME. En direct. Et puis troisième partie avec un invité de la Française qui viendra nous parler d'une SCPI, en l'occurrence Europe Immo, une façon d'investir dans l'immobilier de bureau un peu partout en Europe. Il nous expliquera pourquoi c'est intéressant. On commence tout de suite par la première partie de cette émission consacrée au marché financier. Première séquence consacrée au marché financier, on a le plaisir de retrouver Jonathan Lévy. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Alors, ces marchés actions, ces indices qui montent, on n'est plus très loin des 5000 sur l'indice CAC. On espère réatteindre ce niveau un peu mythique dans les prochaines semaines ou les prochaines séances. Qu'est-ce que vous pensez de cette hausse? Beaucoup disent que voilà, c'est facile, il y a la Banque centrale qui met des liquidités et forcément le niveau de la piscine monte. Oui, c'est vrai que depuis lundi, la BCE achète pour 60 milliards de dettes souveraines sur le marché. C'est un montant qui est considérable. Cumulé sur 18 mois, ça fait 1140 milliards. C'est vrai qu'elle a mis elle a tapé d'un gros coup dans cette opération-là. Cela dit, cette opération est concomitante quand même avec une amélioration de la croissance économique. Ou plus exactement, c'est la BCE qui a contribué à créer des conditions favorables à la croissance économique. Donc c'est plutôt bien joué, et même si c'est en direct avec cet investissement massif de plus de 1000 milliards d'euros, ou si c'est grâce à ces effets indirects, comme la baisse des taux par exemple, il y a quand même Mario Draghi aux manettes et les membres de la BCE. Oui, c'est vraiment les conséquences de la politique monétaire, c'est incontestable, indiscutable. L'euro est au plus bas de près de 12 ans, à 1,07 aujourd'hui. Ça fait 12 ans qu'on n'a pas vu ça, c'est 2003. Il faut remonter à 2003 pour voir des niveaux pareils. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement favorable pour toutes les entreprises qui exportent. On sait que ça a un impact sur la croissance qui est très fort. On a les taux, vous l'avez dit, les taux qui sont au plus bas. Alors là, on est vraiment au plancher historique. Ouais. On n'a jamais vu des niveaux actuels. Voire des taux négatifs. On a cité l'exemple de grandes entreprises comme Nestlé qui se font payer pour emprunter de l'argent. Je ne sais pas si on réalise bien. C'est-à-dire que vous me prêtez 100 € et je vous rendrai que 99 € à la fin. Effectivement, c'est là qu'on voit que la politique de la Banque centrale marche bien, parce qu'il y avait clairement un impact sur les dettes souveraines, les dettes des États, et on voit qu'avec cet exemple, il y a également des répercussions sur les dettes privées. Tout le monde en profite en fait indirectement. Enfin, il faut s'appeler Nestlé quand même pour emprunter de façon négative. Mais en effet, ça aplatit la courbe des taux. Et donc, quand il y a des taux bas, est-ce que ça va suffire à relancer la machine? Parce que derrière la question de ces hausses d'actions un peu mécaniques, l'interrogation c'est est-ce qu'il n'est pas trop tard? Est-ce que je peux encore en profiter? Est-ce que je ne vais pas être le dindon de la farce comme ça m'est arrivé parfois, d'arriver après 15% de hausse parce que tout le monde commence à s'intéresser à la bourse et hop, ça retombe le soufflet? Oui, effectivement, c'est vraiment la question que tout le monde peut se poser. La hausse est quand même conséquente, 15% en 2 mois sur le CAC 40, sur l'Eurostoxx. C'est quand même des hausses sensibles et rapides. Mais on a vu la croissance est en train de repartir. La BCE elle-même, en fait, a revu ses prévisions de croissance sur 2015-2016. En décembre dernier, il y a 2 mois, elle prévoyait 1% de croissance pour la zone euro sur 2015. Elle a revu ses prévisions de croissance à 1,5%. Pour 2016, 1,9%. Ça reste pas très impressionnant. Mais ce que vous dites, c'est que même avec un peu plus de croissance, étant donné que les entreprises se sont mis au régime, ça va peut-être faire des Je ne partage pas tout à fait avec vous. Votre analyse, en fait, 1,5, c'est peut-être pas très impressionnant par rapport à ce qu'on a pu voir aux États-Unis ou dans le passé, même dans la zone euro. Mais il faut savoir que la croissance était négative. On était en récession. On était en récession. Elle a repris des couleurs progressivement en 2014, en 2015. Donc il y a clairement une accélération et on devrait atteindre près de 2% l'année prochaine. C'est cette accélération qui est vraiment importante et qui va se retrouver au final
dans les résultats des entreprises. Et donc dans les cours boursiers, parce que si l'entreprise régénère des profits. Et ce que je disais, c'était le point, comme les entreprises ont souffert pendant ces années de crise, elles se sont mises au régime. Et donc tout ce qui va être supplément de croissance va aller directement dans le résultat. C'est un peu ça le pari des boursiers en ce moment. Oui, tout à fait. Effectivement, il y a beaucoup d'entreprises, on pourra donner des exemples tout à l'heure, qui ont restructuré, qui ont baissé les coûts. Donnons-en maintenant. Quels sont les secteurs pour vous qui vont en profiter? Alors, clairement, d'abord, je vais parler beaucoup du dollar. On sait que la zone euro est très sensible quand même, hein, je vous le disais, au niveau de l'euro-dollar. Donc, privilégions déjà les actions, les entreprises qui sont exposées en fait à l'euro-dollar. Exemple, typiquement Airbus. Airbus fabrique beaucoup ses avions dans la zone euro et exporte, vend en grande partie dans la zone dollar. On voit bien qu'il y a un effet ciseau très favorable, ils vont gagner plus d'argent, ça a déjà été le cas en 2014 et probablement ça va s'accélérer. On a vu l'euro baisser encore plus là, ces derniers jours, ces dernières semaines. On voit que tout n'est pas dans les cours, ça va s'accélérer. Autre exemple, AXA, ça c'est un exemple de société qui ne fabrique pas comme Airbus dans la zone euro mais qui a des filiales dans la zone dollar. Toutes ces filiales, quand elle va consolider ses comptes en euros, ça va représenter une somme d'argent plus importante. Les résultats vont augmenter par l'effet appréciation du dollar. Donc il y avait un effet devise défavorable pour beaucoup d'entreprises européennes jusqu'à présent. Ça va se retourner et ces 20-25 centimes de gains sur les derniers mois vont se retrouver dans les résultats. Dans les résultats vont donc tous ceux qui vendent dans la zone dollar ont un avantage, même s'ils produisent en zone dollar. Exactement. Ouais. Leurs résultats vont beaucoup augmenter au cours de l'année 2015. Quel autre secteur à privilégier? Alors, c'est toute la problématique, la thématique liée au rendement. Parce que, on le voit, la conséquence de l'effet du quantitative easing de Mario Draghi, c'est un écrasement de la courbe des taux. Il avait dit, les taux sont même négatifs sur certaines obligations. Donc pour un investisseur… Il faut peut-être rappeler ce que c'est la courbe des taux. C'est-à-dire que c'est en fonction de la durée des taux. Plus on emprunte sur des longues périodes, plus normalement, en théorie, les taux sont élevés parce que le risque est un peu plus grand, donc c'est mieux rémunéré. Et donc en général, il y a une pente. Et avec des mesures comme celle de la BCE, cette pente s'aplatit et on devient… et c'est difficile, on peut emprunter à très court terme, mais sans gagner beaucoup d'argent. On peut perdre de l'argent à très court terme si on va sur les États ou sur des très bonnes entreprises. Il faut prendre soit un peu plus de risques, c'est-à-dire prendre des entreprises qui ont un risque de solvabilité plus élevé, ou alors effectivement prêter à plus long terme à des entreprises. Et comme vous l'expliquez très bien, plus on emprunte, plus on prête long, plus on a un taux de rémunération élevé. Mais avec l'effet BCE, Draghi, même si on prête très très long, les taux de rendement sont faibles. Sur des entreprises avec un rating pas très bon, on n'a pas plus de 1% de rendement. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors aujourd'hui, la plupart des investisseurs recherchent du rendement et donc vont sur des actions qui délivrent un rendement élevé. Donc un dividende. Calculé à partir du dividende. Les dividendes de beaucoup des actions du CAC 40, si on reste sur le CAC, les dividendes sont assez élevés. Un des exemples que nous on aime beaucoup, c'est Veolia Environnement. On est sur du 4%. Mais ce ne sont pas les seuls, il y a beaucoup d'actions qui délivrent des rendements très élevés, 4, voire presque 5%. Alors ce que disent les gens qui n'aiment pas qu'on regarde trop le dividende, c'est que le dividende sanctionne finalement le passé souvent et l'histoire, et que si on se projette dans l'avenir, on l'a vu avec France Télécom, par exemple, avec Orange dans les dernières années, elle délivrait un rendement de 10%, mais elle a fini par le revoir à la baisse et l'action baissait. Oui, c'est vrai qu'il faut regarder effectivement pas simplement le dividende instantané, mais quelle est leur capacité à délivrer un dividende élevé de manière récurrente. Et c'est pour ça qu'on aime bien Veolia, parce que Veolia, vous parliez d'efforts de restructuration, c'est le cas. Ils ont restructuré leurs actifs, ils ont restructuré également leurs filiales, ils ont fait des coupes dans les coûts, dans les dépenses, et du coup, ils ont une forte amélioration du résultat, donc une forte amélioration de la capacité de versement des dividendes. Donc, versement élevé, avec des belles perspectives, ça on aime bien. Donc valeur dollar, dividende élevé, enfin le rendement élevé. What else? Et puis pour finir, en fait, la dernière thématique, c'est les valeurs cycliques. Alors c'est quoi les valeurs cycliques? C'est celles qui vont profiter le plus en fait de la reprise économique. Je vous parlais de celles qui profitent du cycle. Du cycle économique, effectivement. Donc quand l'économie et cette croissance qui reprend des couleurs
va mieux, et ben, ces entreprises en profitent en premier. Exactement. Donc, par exemple, on peut citer les constructeurs automobiles. Renault, Peugeot se portent bien mieux qu'il y a quelques années. Hein. Ils ont traversé des moments très difficiles. Et aujourd'hui, on retourne vers ce type d'action. Bon, avec la question donc, des pronostics à suivre, est-ce que ça va se poursuivre? Quels sont vos paris? J'aime bien votre question sur l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer? Où sera le CAC finalement? Allez, prenons un peu de risque. Où sera le CAC à la fin de l'année? Oui. Ouais. On n'est pas loin des 5000 là, hein, on n'est au pas mois de loin mars. des 5000, on est à peu près à 4009 là aujourd'hui précisément. C'est vrai que le marché il peut sembler cher par rapport au PER par exemple, mais d'un autre côté il est moins cher qu'aux États-Unis. Malgré la forte hausse, l'Europe est moins chère que les États-Unis. Aux États-Unis, on a un PER de 23. En Europe, on est plutôt à 17. Bon, je vous sentais en humeur de nous proposer un diagnostic. Alors, moi, je pense qu'on va continuer comme ça. En fait, je pense que tout le contexte va continuer à être favorable sur toute l'année 2015. Donc, je pense qu'on va atteindre les 5005 d'ici la fin de l'année. Je pense que... Pas forcément en ligne droite, hein, ce que disent toujours les gens. Parce qu'on peut y aller en escalier. Avec voilà, il faut quand même reconnaître que sur les actions, il y a toujours, ça reste un placement risqué. Il faut accepter la volatilité. Donc, plus de 10% par rapport à aujourd'hui encore à gagner jusqu'à fin d'année, ce qui ferait une année à 20-25% en 2015. Je pense, ouais. Compte tenu de tous les éléments dont on a parlé, l'euro qui continue à se déprécier, qui pourrait aller jusqu'à la parité au cours de l'année, les taux qui vont rester très bas, même s'ils vont remonter aux États-Unis, en Europe, ils ne décolleront pas. Donc c'est des conditions financières, économiques extrêmement favorables aux entreprises et donc aux actions. Même du côté du pétrole ? Le pétrole, c'est la seule incertitude qu'on peut avoir. Effectivement, il faut reconnaître qu'on pense qu'il va rester sur les niveaux actuels, 60 $. Il y en a qui prévoient même une baisse supplémentaire à 40 $. Mais c'est le plus dur en fait à anticiper. Ouais. Et ça peut être un paramètre plutôt défavorable. Ça peut être la mauvaise surprise de 2015 s'il remontait. Merci Jonathan, c'est très clair. À très bientôt. À tout à l'heure. Alors, les bons plans placement avec Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. On va parler en effet de cette nouvelle race. On avait eu un de ses représentants qui est apparu, ces startups qui éclosent de plus en plus, ces plateformes de crowdlending. On a vu un représentant emblématique, Olivier Goua, qui était venu dans cette émission nous parler de Lendix. Vous voulez nous parler de ce sujet ? Oui, en fait, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est toutes ces plateformes de crowdlending. Donc, le crowdlending, c'est quoi? C'est en fait c'est le financement participatif qui se concentre sur le prêt entre particuliers et là, spécifiquement, entre particuliers et entreprises. Donc, ce sont des particuliers qui vont décider de devenir banquier, en fait. De devenir banquier et d'attendre un rendement en retour de l'épargne qu'ils vont placer pour financer ces entreprises. C'est assez paradoxal parce qu'en fait, les Français n'aiment pas trop leurs banquiers en général et on leur propose de le devenir. Alors, c'est une façon de les concurrencer et en même temps, ils vont se rendre compte peut-être que c'est un métier difficile. Alors oui, c'est un métier difficile. On vient de voir, et ça fait plusieurs mois qu'on rabâche le fait qu'aujourd'hui, les taux sont extrêmement bas. On vient de finir le point sur les marchés financiers. On se rend compte qu'il y a un cash absolument faramineux disponible. Et donc, d'une certaine manière, aujourd'hui, les entreprises, les bonnes entreprises, celles qui ont un projet viable, arrivent à se financer dans d'excellentes conditions et donc n'ont aucune raison de se tourner vers des plateformes qui vont demander un coût de l'argent autour de 8 à 9%. Donc finalement, quels sont les projets qu'on va retrouver sur ces plateformes-là? Ce que j'entends, c'est que c'est les canards boiteux qui vont s'adresser à ces plateformes qui n'ont pas eu l'accès aux banques et qui vont aller là, c'est ça que vous dites? Exactement. On a vu en décembre, le dernier chiffre qu'on a, c'est ceux de décembre 2014, le crédit est reparti à la hausse pour la première fois depuis un certain temps. Donc oui, les canards boiteux vont se tourner vers ces plateformes-là. Pourtant, il y a des belles signatures. Là, on a vu Lendix avec Ducasse ou probablement qu'il y a de bonnes plateformes qui font un choix sélectif. Mais l'enjeu va être le suivant. Je lisais encore hier une interview d'un des patrons emblématiques d'une des plateformes en France qui disait finalement, pour avoir un rendement positif et pour éviter le rendement négatif sur son épargne, il va falloir investir sur plus de 100 lignes.
Mais 100 lignes, aujourd'hui, je vous mets au défi de trouver des plateformes de crowdlending qui proposent plus de 100 lignes qualitatives. Donc non seulement il faut les trouver, les 100 lignes, mais en plus, il faut devenir gérant. Et c'est un métier. Pourquoi 100 lignes? C'est la démonstration qui a été faite en Angleterre, qu'en dessous de 100 lignes, on avait un rendement négatif du fait du défaut de certaines entreprises. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles une des plateformes a décidé de fermer, de mettre la clé sous la porte ces dernières semaines, c'est justement que le taux de défaut des PME a quand même augmenté. Alors là, vous faites référence à Isodev, qui était du crowdfunding de luxe finalement, fondé par l'ancien patron des banques populaires et qui était très bien financé et qui finalement s'est retrouvé dans un marché où, en effet, avec la courbe des taux qui s'écrase, finalement, en fait, les projets et ces business models sont apparus à un moment où il était très difficile de se financer. C'était à conséquence de la crise de 2008 et de 2011, le problème de financement des entreprises. Les taux, à ce moment-là, les spreads avaient augmenté. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette situation-là. Encore une fois, on l'a encore expliqué il y a quelques minutes. Et donc, ces business models sont apparus à un moment et ont été imaginés et viennent sur le marché à un moment un peu en décalage finalement avec la réalité du marché. Ce que vous dites, c'est que Mario Draghi finalement écrase un peu ces jeunes pousses du crowdlending. Malheureusement, oui. Même si on peut imaginer qu'il y ait d'autres motivations pour investir, ça peut être un moteur affectif. Alors, simplement, de financer une PME à côté de chez soi, ou un restaurant, une organisation qui nous est chère. Et nous, on trouve que c'est extrêmement important. Le vrai moteur de cette épargne-là, c'est de redonner du sens. Et ça aussi, on le rabâche en permanence. Redonner du sens à son épargne. Et là, c'est plutôt un message à envoyer aux producteurs, à ceux qui inventent des produits financiers. Il faut imaginer des produits financiers qui donnent du sens à l'épargne, qui permettent aussi aux épargnants de sentir un lien direct avec les projets qu'ils vont soutenir d'une certaine manière avec l'argent qu'ils ont mis de côté, qui est l'argent du fruit de leur travail. Donc les gens veulent aujourd'hui donner ce sens-là. Donc il y a d'autres manières de le faire, c'est ça en fait. Alors quelles sont-elles? Et donc pour revenir un peu sur les manières de donner du sens à l'épargne, c'est notamment par exemple les FCPR, les fonds entre guillemets à risque, qui permettent d'avoir notamment aujourd'hui des modèles dans lesquels on peut être de nouveau dans cet état d'esprit du prêt aux PME. Donc là, il y a 2 ou 3 FCPR sur le marché qui sont apparus, qui ont généralement une logique de prêt à des PME qui ont un business model déjà avéré. 2, ce sont des entreprises souvent qui sont diversifiées au niveau international. Et ce qui est important qui sont aussi, plus proches en fait des banques traditionnelles. Qui sont plus proches des banques traditionnelles, mais qui également ont besoin d'aller, disons, recourir à des sortes de financements différents de ceux des banques. Et donc, au-delà de ça, l'avantage pour l'épargnant, c'est que ça, c'est un autre point qui aujourd'hui, je pense, est un frein à l'investissement sur les plateformes de crowdlending, c'est qu'elles se font à fiscalité, au niveau de la fiscalité de l'impôt sur le revenu. Or, tous les produits qu'on peut évoquer, comme les FCPR, voire les FIP FCPI qu'on voit en fin d'année au moment de la campagne liée à l'ISF, ces produits-là ont un avantage fiscal. Vous nous avez apporté un tableau, d'ailleurs, qui résume un peu tout ça. On voit en effet cette typologie entre les prêts participatifs ou les plateformes de crowd, où voilà, on voit en fonction du risque, de la gestion, de l'objectif de rendement et de la fiscalité. On voit qu'il y a un objectif de rendement plus élevé qui correspond donc à un risque peut-être plus important. Il y a quand même un détail, c'est que d'un côté, on est maître de son portefeuille, un petit peu comme ces brokers en ligne qui étaient nés dans les années 2000. On peut gérer son portefeuille en direct, investir dans ses actions. Là, on peut choisir ses PME, alors que sinon, on délègue à des experts. On délègue, mais comme je reviens à ma démonstration, au début de ma démonstration, je disais que pour être positif en termes de rendement, il faut viser d'avoir plus de 100 lignes. Or, gérer 100 lignes, même si c'est quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros, c'est pas possible. Même les gérants professionnels se refusent d'aller vers des portefeuilles d'une certaine manière où il y a trop de lignes à gérer. Donc je ne vois pas comment ça peut bien déboucher. Il manque une ligne aussi, c'est les coûts. Ça coûte plus cher aussi d'être dans une gestion administrée que de ça faire coûte en plus direct. cher, mais au regard des avantages fiscaux qu'on a, en réalité, on arrivera avec une fiscalité au niveau du revenu, si on est à l'IR, sur les plateformes de crowdfunding, en réalité, on arrivera à peu près au même revenu, rendement net sur les FCPR, sauf qu'on aura pris moins de risques et on aura en plus délégué complètement la gestion. Il y a un autre élément extrêmement important. Les épargnants aujourd'hui, ils cherchent quoi? Ils cherchent surtout
à augmenter les revenus au moment de leur retraite. Or, aujourd'hui, la loi sur le financement participatif limite les prêts à 1 000 € par ligne. Donc ça devient quand même très compliqué de constituer un vrai portefeuille par ce biais-là, alors qu'on peut investir plusieurs dizaines de milliers d'euros sur des FCPR sans que ça représente un problème d'accès aux produits, bien évidemment en respectant les critères de gestion patrimoniale. Un nom à recommander Alors, il y a 2 FCPR que nous apprécions particulièrement parce qu'ils ont cette logique soit internationale, soit de diversification, soit de recherche de PME ou d'entreprises matures. Donc, il y a le FCPR 123 Venture Multicorporate, et puis il y a un FCPR d'Entrepreneur Venture qui s'appelle Entrepreneur Export OC numéro 2. Ce sont les 2 produits qui respectent ce cahier des charges. Bon, on les retrouve sur le site de Bien Prévoir, de toute façon, j'imagine. Merci Vincent pour ces explications. Plaisir, à bientôt. Alors, on va passer à la dernière partie de cette émission. On retrouve Jonathan et à vos côtés, Jonathan, on a le plaisir d'accueillir Christophe Inisian. Bonjour Christophe, bonsoir. Bienvenue. Vous êtes directeur commercial à la Française AM et vous allez nous parler ce soir d'Europe Immo, une SCPI qui est fabriquée donc, dans votre usine d'actifs. Je vous laisse nous la présenter en quelques mots. C'est quoi la philosophie d'Europe Immo? Alors, tout d'abord, je tiens à présenter la Française AM, qui est un acteur qui gère des actifs immobiliers pour compte de tiers depuis plus de 40 ans en France, notamment aujourd'hui. Et effectivement, nous avons pris pour habitude d'être innovateurs sur ce marché de la SCPI qui connaît un regain d'intérêt depuis quelques années. Et Europe Immo est la traduction de cette innovation, puisque nous avons souhaité mettre en place une diversification géographique sur la SCPI qui, par essence, historiquement, est plutôt axée sur le marché français. Avant de parler d'Europe Immo en particulier, pourquoi est-ce que cette classe d'actifs, les SCPI, dites-vous, connaissent ce regain d'intérêt? Tout simplement, ça a été précédemment évoqué par Jonathan, c'est que les taux bas qu'on connaît aujourd'hui sont historiques. L'OAT est à 0,6% et on voit bien que la recherche de rendement de la part des investisseurs est vraiment le Graal vers lequel tendent à se positionner beaucoup d'investisseurs, à la fois français, particuliers et institutionnels, mais aussi internationaux. Et il s'avère que la SCPI aujourd'hui, avec les rendements qui, en 2014, selon les statistiques de l'IUF, ont oscillé autour de 5%, délivre des primes de risque tout à fait attractives pour les investisseurs, et ce, dans la durée. Donc on voit bien que la prime de risque est tout à fait attractive sur ce type de support. Voilà pour le paysage. Europe Immo à proprement parler, donc quelle est l'approche ? Alors, une approche extrêmement simple, une SCPI patrimoniale pan-européenne qui a pour objet d'investir bien sûr en France, mais surtout en Europe et particulièrement en Allemagne, puisque nous avons la conviction partagée, nous semble-t-il, que l'Allemagne qui montre en effet un vecteur intéressant. 70% est misé sur l'Allemagne. Complètement, oui. Alors ça, c'est l'allocation cible. Cette proportion? Tout simplement parce qu'en Europe, aujourd'hui, l'économie allemande est un moteur incontournable. Et puis, qui plus est, lorsque vous êtes un gérant d'actifs immobiliers pour compte de tiers français, appréhender l'Europe via l'Allemagne, ça nous semble être à la fois la possibilité d'offrir du rendement à l'investisseur dans un cadre sécurisé qui est la première économie européenne. Et donc, on est sur des SCPI dites d'entreprise. Et donc, on va capter la performance du loyer qu'offre l'entreprise en occupant les immeubles que nous achetons. C'est des bureaux principalement, ça peut être des usines? Alors plutôt, l'immobilier entreprise, on le qualifie plutôt en bureau-commerce en ce qui nous concerne, avec une surexposition sur les bureaux. On ne s'interdit pas d'aller sur des commerces qu'on qualifie de prime, c'est-à-dire dans des emplacements de première qualité. Donc 20% en France, 70% en Allemagne, 20% en France et 10% dans d'autres pays comme les Pays-Bas, la Belgique et l'Espagne. L'Espagne dont on pensait que ce marché immobilier était au fond du trou. Alors oui, alors de manière très opportuniste, on est bien dans une approche de décorrélation des marchés immobiliers européens et l'Espagne, notamment Barcelone, où on regarde de très près le marché locatif qui aujourd'hui, quand on le compare par exemple à Londres, est un marché locatif qui est très différent puisque quand vous êtes locataire à la City aujourd'hui, vous avez des loyers pour des bureaux prime autour de 1300, alors je vais le faire en euros, mais 1300 € du mètre carré hors charge par an. Et lorsque vous descendez cher, un petit Paris, peu, c'est autour de 500, 600. Voilà, un petit peu plus dans les quartiers prime.
Prime, mais c'est effectivement un bon repère. Et quand vous descendez à Barcelone aujourd'hui, on est plus proche de 400 €. Et on pense que de jouer le rebond de l'économie espagnole, le rattrapage, exactement dans une perspective de moyen long terme, ça peut être intéressant en diversification une nouvelle fois. Vous parlez de Londres, il n'y en a pas du tout? Alors, pour le moment, on ne s'interdit pas et on regarde Londres, puisque je vous rappelle qu'on est présent à Londres, à la française, puisqu'on a des bureaux dans toute l'Europe, à Londres, en Allemagne et bien évidemment à Paris. Londres, aujourd'hui, c'est un marché qui a rebondi déjà de manière assez importante, donc on est plutôt prudent. On ne s'interdit pas de saisir des opportunités, mais on est plutôt pondéré sur Europimo, sur l'Allemagne, la France, et donc de manière différenciante, Benelux et un petit peu d'Espagne, le cas échéant. Ça représente combien d'encours, Europimo? Alors, c'est une SCPI qui a été créée en septembre 2014, donc qui est toute récente. Toute jeune, on est à une petite vingtaine de millions d'euros d'actifs sous gestion, donc qui est un bon démarrage, sachant qu'à la française, nous gérons 20 milliards d'euros d'immobilier au niveau européen et 7 milliards de SCPI en France, qui fait de la française, je ne me cache pas ce plaisir de vous en toucher un petit mot, le leader de la gestion d'actifs pour compte de tiers en France. Et de votre métier au quotidien, comment est-ce que se fait cette sélection? Vous passez par des intermédiaires? C'est vous qui allez visiter les bureaux? Enfin, vous, l'équipe? Alors, on est aujourd'hui 500 à la française dans sa globalité. On a une équipe importante dédiée à l'immobilier et au sourcing. Sur la partie européenne, on a une différenciation notable par rapport à ce que vous pouvez voir par ailleurs. C'est que nous avons des équipes sur place et nous avons décidé, plutôt que d'investir de Paris, de nous positionner via des équipes locales. Donc nous avons des équipes en Allemagne qui sourcent les immeubles et les équipes de Paris vont valider ces choix d'investissement pour Europimo. Il serait temps de changer de nom, de s'appeler l'Européenne. Jonathan, une question. Oui, en fait, c'est vrai que ça fait au moins un an qu'on nous parle d'Allemagne sur le marché des SCPI. C'est une idée qui nous paraît intéressante. L'économie allemande est solide, on est proche du plein emploi, etc. Mais pour autant, je pense qu'il faut faire attention et il y a à boire et à manger. Il y a des actifs immobiliers de qualité, des actifs immobiliers de mauvaise qualité, y compris en Allemagne. C'est parce que c'est la meilleure économie de la zone euro actuellement qu'il ne faut pas avoir de la finesse dans les choix d'analyse. Comment est-ce que vous ne faites pas piéger par cet écueil? Justement, en étant présent sur place, avec une équipe de 10 personnes qui est en Allemagne dédiée au sourcing des investissements, notamment pour Europimo, mais pas seulement. On a un gérant qui vient de temps en temps d'ailleurs à Paris nous rendre visite. On est très sélectif dans la mesure où on va se positionner sur Europimo plutôt sur des actifs cœur, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, plutôt sur des actifs neufs, plutôt sur des actifs qui répondent aux dernières normes environnementales et qui, ça tombe bien, répondent à la demande des entreprises, puisque les entreprises aujourd'hui, donc les locataires d'Europimo, sont extrêmement exigeantes en termes de consommation d'énergie des bâtiments qu'elles occupent, en termes de modularité des bâtiments qu'elles occupent, en termes d'emplacement, cela va de soi, et donc globalement en termes de coûts. Donc on est attentif et on essaie d'avoir une approche d'investissement qui est très très proche de la demande des entreprises locataires, y compris en Allemagne bien évidemment. Comment est-ce que vous sentez le marché français ? Alors, un petit peu, c'est un double détente au sens où, d'un côté, vous avez des investissements qui sont massifs sur le marché de l'immobilier d'entreprises françaises notamment. Il faut savoir que, en prenant un peu d'auteur au niveau international, le marché français est un marché extrêmement attractif pour des raisons qui tiennent à sa sécurité et à sa profondeur. De l'autre côté, vous avez un marché locatif qui est un petit peu difficile. La conjoncture n'est pas simple. Et donc, un marché à deux vitesses, des actifs bien placés aux nouvelles normes qui répondent parfaitement à la demande des entreprises locataires et des actifs vétustes, voire obsolètes, qui eux ont du mal à trouver preneur. Et dans les fonds que nous gérons, pour ceux qu'on gère et qui sont concernés par ces actifs vétustes et obsolètes, on arbitre. On a des politiques d'arbitrage et donc de gestion active des fonds qui est assez importante, de manière à en permanence renouveler le parc pour que les SCP qu'on propose aux investisseurs soient en permanence aux dernières normes et offrent des rendements en adéquation avec l'attente des investisseurs. J'attends. Oui, je crois qu'il y a un mot aussi à dire sur les rendements attendus. Il faut être aussi, il faut faire attention en fait aux miroirs, aux alouettes et ne pas chercher des rendements très forts. On ne va pas en Allemagne pour avoir des rendements supérieurs à ceux qu'on a en France. Je pense que vous nous le confirmez. Complètement. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher de la diversification géographique, de la diversification en termes de cycle économique. On l'a dit tout à l'heure, la France n'est pas au même niveau du cycle économique que l'Allemagne. Une diversification en termes de sous-jacents. Les entreprises allemandes ne sont pas exactement les mêmes que les entreprises françaises. Donc, c'est vraiment de la diversification. Et cette diversification ne doit pas se faire à tout prix. Et on le fait, bien sûr, avec une approche plutôt prudentielle au sein de la française et via Europimo notamment. Et le principal risque, c'est quoi? C'est le manque de locataires? C'est qu'il y a un risque de non-location? Oui, bien évidemment. Mais le risque majeur auquel on est confronté en tant que gérant d'actifs en 2015, c'est
les flux de capitaux qui cherchent à s'investir sur ce marché. Donc on est très regardant. On risque de payer trop cher en clair. Beaucoup de gens veulent aller exactement. sur Aujourd'hui, l'OAT, une nouvelle fois, donc les fonds euros qui délivrent des performances qui ne cessent de baisser parce que l'OAT qui sert de sous-jacent baisse, on voit bien que les investisseurs cherchent du rendement et l'immobilier est par essence l'actif vers lequel on a naturellement tendance à aller. Et donc il faut être attentif à ces flux d'investissement, il faut bien les mesurer. Par rapport à ça, je crois qu'il faut quand même rajouter que la prime de risque, l'écart entre le taux de rendement des SCPI et le taux de l'OAT, cette prime de risque n'a jamais été aussi élevée. On disait 5%, on est à moins de 1%. 0,5 pour l'OAT, 5% pour les SCPI en 2014, ça fait 4,5% de prime de risque. C'est un niveau très élevé. Donc effectivement, même si le taux des SCPI baissait, il y a quand même de la marge par rapport au taux sans risque aujourd'hui, qui fait que les SCPI restent aujourd'hui un bon véhicule d'investissement recherché par beaucoup d'investisseurs. On a tout dit, messieurs, ou il y a d'autres points? On a dit l'essentiel en tout cas. On pourrait en parler des heures. Merci Christophe, merci Jonathan. Je rappelle que vous nous avez présenté la SCPI Europe IMO, fabriquée donc par la Française. Merci messieurs. Merci beaucoup. À bientôt, merci à vous.